À 6 heures du matin, ma porte s'est mise à vibrer violemment. Ma belle-fille hurlait mon prénom comme une hystérique, comme si cette demeure lui appartenait. J'avais fait remplacer toutes les serrures la veille au soir. Quelques minutes plus tard, mon fils est arrivé avec une masse de chantier entre les mains. Je vais entrer coûte que coûte. Mais au moment où il a levé le bras pour frapper, une voix derrière moi a simplement déclaré « Laissez, je m'en occupe ». La porte s'est ouverte et ce qu'ils ont aperçu de l'autre côté les a rendus livides. Les coups résonnaient comme des tambours de guerre. Chacun faisait trembler non seulement le bois de l'entrée, mais quelque chose de profond dans ma poitrine. Nathalie, ma belle-fille, criait avec cette voix stridente que je connaissais désormais bien trop. « Simone, ouvre cette porte immédiatement. Pour qui te prends-tu? Cette maison m'appartient autant qu'à toi. » Je me tenais de l'autre côté, pieds nus sur le carrelage glacé de mon salon, le cœur battant si fort que je sentais mon pouls dans les tempes. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de pire. Une colère contenue depuis 3 mois. Une colère qui avait fermenté en silence jusqu'à se transformer en quelque chose de froid et calculé. J'ai regardé la pendule murale, celle que mon défunt Maurice avait achetée à Deauville, il y a 30 ans. 6h07. Maître Delacroix arriverait dans 25 minutes. Je devais simplement tenir bon. Maman, c'était maintenant la voix de Thierry, mon fils, mon unique enfant. Je sais que tu es là. Ouvre tout de suite. J'ai entendu un bruit différent, métallique, lourd, puis sa voix, mais avec un ton que je ne lui avais jamais connu. Je vais entrer de toute façon, avec ou sans porte. Je me suis approchée de l'œilleton. Thierry tenait une masse comme celle qu'utilisent les ouvriers du bâtiment. Ses yeux étaient injectés de sang. Nathalie, à ses côtés, avait les bras croisés et un sourire tordu aux lèvres. Un sourire de victoire, anticipé. J'ai senti mes jambes se dérober. Voilà donc comment tout cela allait se terminer. Mon fils, le bébé que j'avais allaité, celui que j'avais soigné quand il avait eu une pneumonie à 7 ans, celui que j'avais aidé à payer sa première moto. Il allait défoncer ma porte. C'est alors qu'une voix grave a résonné derrière moi. « Laissez. » Je prends les choses en main. J'ai tourné la tête. Maître Delacroix se tenait dans le couloir, avec son costume gris impeccable et une mallette en cuir à la main. Il était arrivé en avance, bien plus tôt que prévu. « Comment êtes-vous entré ?» ai-je murmuré. « Par la porte de derrière. Madame Simone, comme vous me l'aviez indiqué hier soir. » Il m'a regardé avec ses yeux calmes qui inspirèrent l'autorité. « Ouvrez-leur. Il est temps qu'ils voient ce clin, ce qu'ils ont perdu. » Ma main s'est dirigée vers le verrou. Je l'ai fait glisser lentement. J'ai tourné la poignée. La porte s'est ouverte. Et au moment où Thierry et Nathalie ont aperçu Maître Delacroix planté là, avec sa prestance imposante et son regard d'acier, la masse est tombée au sol avec un bruit sourd. Tous deux sont devenus blêmes, littéralement, comme s'ils avaient vu un fantôme, parce qu'ils savaient parfaitement qui était cet homme, et ils savaient que leur plan venait de s'effondrer. Mais avant de vous raconter comment j'en suis arrivée à changer les serrures de ma propre maison pour me protéger de mon fils, il faut que vous compreniez quelque chose. Je n'ai pas toujours été cette femme. La Simone qui a ouvert cette porte d'une main ferme n'existait pas il y a 3 mois. Il y a 3 mois, j'étais une autre personne, une sotte, une naïve, une mère qui croyait que l'amour pouvait tout. Si vous voulez savoir comment une femme de 68 ans est passée du statut de victime parfaite à celui de celle qui claque la porte au nez de sa propre famille, abonnez-vous à cette chaîne, car ce qui va suivre changera à jamais votre vision de l'amour maternel. Maître Delacroix n'a pas souri. Il n'en avait pas besoin. Sa seule présence suffisait à modifier toute l'énergie de ce seuil. Il a fait un pas en avant, se plaçant juste à mes côtés, et a parlé avec cette voix qui avait terrorisé une 50aine d'escrocs devant les tribunaux. « Bonjour Thierry, Nathalie. » Il a marqué une pause délibérée. « Je suis au regret de vous informer que vous n'avez plus aucune autorité légale pour pénétrer dans cette propriété sans le consentement explicite de la propriétaire. » Nathalie a été la première à réagir.
Son visage est passé de la pâleur au rouge vif en quelques secondes. « Pour qui vous prenez-vous ? Nous habitons ici. Nous avons des droits. » Maître Delacroix a ouvert sa mallette avec un calme exaspérant, en a sorti une chemise cartonnée épaisse et en a extrait plusieurs documents. Le bruissement du papier était la seule chose qu'on entendait, outre la respiration haletante de mon fils. Je suis maître Antoine Delacroix, notaire public numéro 47 de la ville de Paris. Et ceci, il a levé les papiers. Ce sont des documents certifiant qu'à compter de 23h45 hier, 15 mars, cette propriété située rue des Lilas 328, dans le 15e arrondissement, a été transférée à un fidéicommis irrévocable au nom de Madame Simone Thérèse Moreau, veuve Renaud. Thierry a finalement trouvé sa voix. Elle sonnait brisée, désespérée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ? » Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Et à cet instant, j'ai vu l'enfant apeuré qui avait l'habitude de se cacher derrière moi quand son père le grondait. Mais j'ai aussi vu l'homme qui, 2 semaines auparavant, avait dit à son épouse que j'avais déjà assez vécu. Ce que j'aurais dû faire il y a 3 mois, Thierry, me protéger. Nathalie a éclaté d'un rire hystérique. « Vous protéger ? Mais c'est nous qui prenons soin de vous, qui vous tenons compagnie. Sans nous, vous seriez seul, en train de dépérir dans cette immense maison. » Maître Delacroix l'a interrompu sans élever la voix. « Madame, je vous conseille de mesurer vos paroles. Tout ce que vous direz en ce moment pourra être utilisé contre vous si Madame Simone décide d'engager des poursuites judiciaires. » Judiciairement, Thierry a fait un pas en avant. Mais j'ai investi dans cette maison. J'ai payé la réfection du toit. J'ai mis de l'argent pour la nouvelle citerne. Cette maison est autant à moi qu'à elle. C'était là. Le mensonge qu'il entretenait depuis 3 mois, le mensonge qu'il m'avait répété tant de fois que j'avais failli le croire. Maître Delacroix a souri pour la première fois. C'était un sourire discret, presque imperceptible, mais il était bien là. Ah oui, intéressant, car selon les relevés bancaires que Madame Simone m'a fournis, le toit a été réparé en août de l'année dernière avec 87 000 € qu'elle a retirés de son compte personnel. La citerne a été installée en octobre, également payée par elle, pour un montant de 52 000 €. Voulez-vous que je poursuive ? Thierry a ouvert la bouche, l'a refermée, l'a rouverte à nouveau. Il ressemblait à un poisson hors de l'eau. Nathalie a changé de tactique. Elle a porté les mains à sa poitrine, et les larmes se sont mises à couler sur ses joues. Des larmes qu'elle avait perfectionnées au cours de ces 3 mois. Belle-mère, Simone, je ne comprends pas. Nous sommes une famille. Comment pouvez-vous nous faire ça ? Après tout ce que nous avons partagé, quelque chose s'est brisé en moi. Mais ce n'était pas mon cœur. C'était la dernière chaîne de culpabilité qui me liait à cette mascarade. La famille. Ma voix est sortie plus forte que je ne m'y attendais. Tu me parles de famille, Nathalie ? La même famille qui a vendu le service en porcelaine de mon défunt mari pour 8 000 €. La même famille qui m'a soutiré 120 000 € en mentant sur une maladie pour se payer une chirurgie du nez. Son visage s'est décomposé. Les larmes continuaient de couler. Mais c'étaient désormais des larmes de panique. J'étais malade. Les médecins de la clinique de chirurgie esthétique Beaumont, c'est bien ça ? Maître Delacroix a sorti un autre document. J'ai le reçu ici. Rhinoplastie esthétique, 115 000 €, payé le 18 janvier, 3 jours après que vous avez reçu l'argent de Madame Simone. Thierry s'est retourné vers sa femme avec une expression que je ne lui avais jamais vue. Confusion, colère, peur. C'est vrai ça ? Nathalie a reculé d'un pas. Tu savais que Thierry... Ne me fais pas passer pour la méchante. Je savais. La voix de mon fils est montée de 3 octaves. Je savais que tu avais volé ma mère. C'était là la fissure, la première brèche dans leur alliance parfaite. Maître Delacroix a profité du moment. Vous avez 48 heures pour quitter entièrement cette propriété. Vous pouvez emporter vos effets personnels, vêtements, appareils électroniques, dont vous pouvez prouver la propriété, et rien de plus. Tout article appartenant à Madame Simone
qui serait retiré sans autorisation sera considéré comme un vol et des poursuites seront engagées. « Vous ne pouvez pas nous mettre dehors !» a hurlé Nathalie. « Nous avons des enfants, Léa et Lucas. Où allons-nous vivre ?» Pour la première fois dans la conversation, Maître Delacroix a paru sincèrement agacé. Peut-être auriez-vous dû y réfléchir avant de prévoir de placer la grand-mère de ses enfants dans un établissement bon marché pour vendre sa maison et vous acheter un appartement dans le Marais. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Thierry m'a regardé. Ses yeux étaient vitreux. « Comment ? Comment sais-tu ça ?» J'ai plongé la main dans la poche de ma robe de chambre et j'en ai sorti un petit enregistreur numérique, celui que ma voisine Colette m'avait appris à utiliser. Je l'ai posé dans ma paume et j'ai appuyé sur lecture. La voix de Nathalie s'est élevée, claire, nette, reconnaissable entre mille. « C'est presque fait, mon amour. Dans quelques mois, on la convainc de mettre la maison à ton nom. Elle est vieille, seule, elle a besoin de nous. Ensuite, on peut la mettre dans une maison de retraite bas de gamme et vendre cette propriété. Elle vaut facilement 4 millions d'euros. Ça nous suffit pour l'appartement dans le Marais qu'on veut. » Et puis, la voix de Thierry. « Tu as raison, ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. » J'ai arrêté l'enregistrement. Thierry s'est effondré à genoux sur le seuil de l'entrée. Littéralement, ses jambes ne le portaient plus. « Maman, je n'ai pas voulu dire, si tu l'as voulu. » J'ai dit avec un calme qui m'a surprise moi-même. « Tu l'as dit, tu l'as pensé, et tu allais le faire. » Nathalie a repris contenance avec une rapidité impressionnante. Elle a pointé Thierry du doigt. C'était son idée. Je n'ai fait que suivre son plan. C'est lui qui m'a convaincue de tout et là, sous mes yeux, je les ai vus se détruire l'un l'autre. Thierry s'est relevé brusquement et l'a confronté. « Quoi ? C'est toi qui as dit que ma mère était un fardeau. C'est toi qui voulais l'appartement de luxe. » Maître Delacroix a fermé sa mallette d'un claquement sec. « Messieurs, dames, vos problèmes conjugaux ne me concernent pas. Ce qui me concerne, c'est de vous informer que vous avez jusqu'au mercredi 17 mars, à 18h, pour quitter cette propriété. Si vous ne le faites pas volontairement, nous procéderons à l'expulsion légale. Bonne journée. » Il s'est retourné et est entré dans la maison. Je l'ai suivi, et avant de refermer la porte, j'ai jeté un dernier regard à Thierry. Mon fils, mon unique fils, pleurait en silence sur le seuil de la maison où je l'avais élevé, et je n'ai rien ressenti. Enfin si, c'est faux. J'ai ressenti du soulagement. J'ai fermé la porte et j'ai tiré le verrou. Maître Delacroix m'a regardé depuis le couloir. « Vous allez bien, Madame Simone ?» J'ai hoché la tête lentement. Puis je me suis assise dans le fauteuil du salon. Celui où Maurice avait l'habitude de me lire des poèmes le dimanche après-midi, et pour la première fois depuis 3 mois, j'ai respiré profondément. Mais vous devez vous demander, comment en est-on arrivé là ? Comment une mère en vient-elle à enregistrer son propre fils, préparant son bannissement ? Pour comprendre cela, je dois vous emmener 3 mois en arrière, au jour où j'ai ouvert la porte de ma maison et laissé entrer non seulement mon fils et sa famille, mais ma propre destruction. C'était un mardi, 12 décembre. Je m'en souviens parce que ce jour-là, j'étais allée tôt, au marché aux fleurs de Rungis, pour acheter des fleurs fraîches à mettre pour la Sainte-Lucie. Il venait de sonner 11 heures quand mon téléphone a retenti. « Maman !» La voix de Thierry semblait étrange, éteinte. « Mon fils, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas bien ? J'ai besoin de te parler. Est-ce que je peux venir chez toi ? C'est urgent. » Mon cœur s'est emballé. Quand un enfant dit que quelque chose est urgent, une mère imagine le pire. Accident, maladie, mort. Bien sûr, mon chéri. Viens quand tu veux. Tu veux que je prépare quelque chose à manger ? Non, maman, j'ai juste besoin de te parler. Il a raccroché avant que je puisse ajouter quoi que ce soit. Il est arrivé à 14 heures. Il n'était pas seul. Nathalie était avec lui, et derrière eux, Léa et Lucas portaient de gros sacs à dos. Des sacs qui semblaient remplis à craquer. « Bonjour, belle-mère. » Elle m'a serré dans ses bras, avec un enthousiasme fin, que je pouvais désormais voir avec une clarté totale. Quelle journée importante!
Je suis tellement heureuse que vous preniez cette décision. C'est ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Oui, ma fille, ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Thierry est descendu avec son costume gris, le même qu'il mettait pour les mariages et les événements importants. Maman, tu as déjà déjeuné? Tu veux que je prépare quelque chose de spécial? Non, mon fils, j'ai déjà mangé quelque chose de léger. Le trac, tu sais. C'est normal d'être nerveuse, mais tu vas voir que tout va bien se passer. Il m'a pris les mains. Tu vas être dans un bel endroit, avec des gens de ton âge, avec des soins médicaux 24 heures sur 24. Et nous, on va venir te voir souvent. Je te le promets. Des mensonges. Tout n'était que mensonges. Mais maintenant, je pouvais les identifier comme s'ils avaient une étiquette lumineuse collée dessus. Je sais, mon chéri. Je vous fais confiance. À 9 heures du matin, Nathalie a commencé à s'impatienter. À quelle heure il a dit qu'il arrivait le notaire? À 10 heures. Ah, c'est encore loin. Elle s'est assise, s'est levée, a marché vers la fenêtre, a regardé son téléphone. Je suis tellement nerveuse. Nerveuse de quoi? Ai-je demandé avec une innocence parfaite. Eh bien, de tout le processus. C'est un grand pas pour vous, belle-mère. À 9h30, la sonnette a retenti. Nathalie a pratiquement bondi du canapé. Il est en avance. Tant mieux, je vais ouvrir. Mais quand elle est arrivée à la porte et a tourné la poignée, elle ne s'est pas ouverte. Belle-mère, la porte est fermée à clé. Ah oui, hier soir j'ai mis le verrou. J'arrive. Je me suis approchée lentement. J'ai regardé par l'œilleton. Ce n'était pas maître Delacroix. C'était une voisine qui vendait des gâteaux. Ce n'est pas lui. C'est Madame Dupont. Je n'ouvre pas. Non, j'ai déjà pris mon petit déjeuner. Merci. Nathalie m'a regardé bizarrement, mais n'a rien dit. À 10 heures pile, la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, c'était bien le notaire. Mais il était accompagné d'un homme plus jeune, avec une mallette. Et Thierry et Nathalie arrivaient aussi de l'intérieur, pratiquement en courant vers la porte. « Belle-mère, ouvrez. » Ils sont arrivés. Mais je ne bougeais pas. « Belle-mère, qu'est-ce que vous faites? Ouvrez donc. Dans un instant. » Dans un instant, ils sont en train de sonner. Thierry s'est approché et a essayé d'ouvrir. Il a tourné la poignée. Rien. Il a essayé avec sa clé. Ça n'a pas marché. « Maman, ma clé ne fonctionne pas. »« Ah, c'est vrai. J'ai oublié de vous le dire. J'ai fait changer les serrures hier soir. » Silence absolu. « Quoi ?» Nathalie m'a regardé les yeux écarquillés. « Pourquoi vous auriez changé les serrures? Pour la sécurité. À mon âge, on ne sait jamais. » La sonnette continuait de retentir, maintenant avec insistance. « Belle-mère, ouvrez la porte !» a crié Nathalie. « Ne me parle pas sur ce ton, Nathalie. Ouvrez la porte !» Thierry a essayé de se calmer. « Maman, s'il te plaît, le notaire est dehors. On va signer les papiers, tu te souviens? » Oui, je me souviens parfaitement. Et alors je n'ai pas ouvert la porte. Je les ai laissés sonner et sonner. Et sonner. 5 minutes, 10 minutes. Nathalie a commencé à perdre son sang-froid. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est devenue folle? Thierry a appelé sur son portable, probablement pour essayer de joindre le notaire afin de s'excuser. 15 minutes plus tard, les sonneries ont cessé. Nathalie avait le visage rouge de fureur. « On a raté le rendez-vous. Le notaire est parti. Vous êtes contente? Calme-toi, Nathalie. Tout est sous contrôle. » Sous contrôle. Vous avez tout gâché. Je n'ai rien gâché. En fait, j'ai regardé ma montre. Tout se déroule comme prévu. Quel plan? Thierry me regardait perdu. À ce moment-là, j'ai entendu la porte de derrière s'ouvrir. Les pas que je connaissais. Des chaussures de ville sur le carrelage de la cuisine. Thierry et Nathalie se sont retournés. Et là se tenait maître Delacroix, entrant par le couloir avec son costume impeccable et sa mallette en cuir. « Bonjour à tous. Pardonnez le retard. » Les visages de Thierry et Nathalie étaient un poème. Confusion, choc, peur naissante. « Comment êtes-vous entrés ?» a bégayé Nathalie. « Par la porte de derrière. Madame Simone m'a donné accès il y a quelques minutes. » Thierry m'a regardé. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Asseyez-vous. »
ai-je dit avec un calme que je ne me connaissais pas. Il est temps qu'on parle pour de vrai. Sans mensonge. Sans mensonge. Nathalie a laissé échapper un rire nerveux. On ne vous a pas menti, belle-mère. Ah non. J'ai sorti mon petit enregistreur de la poche de mon gilet. Alors, explique-moi ça. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Nathalie a empli le salon. C'est presque fait, mon amour. Dans quelques mois, on la convainc de mettre la maison à ton nom. Elle est vieille, seule, elle a besoin de nous. Ensuite, on peut la mettre dans une maison de retraite bon marché et vendre cette propriété. Elle vaut facilement 4 millions d'euros. Le visage de Nathalie est devenu blanc comme un linge. Et puis, la voix de Thierry. Tu as raison, ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. Thierry s'est effondré sur le canapé, littéralement. Ses jambes ne le portaient plus. Maman, Tu peux m'expliquer ça, mon fils? Ma voix ne tremblait pas. Mes mains ne tremblaient pas. Moi, je ne tremblais pas. Tu peux m'expliquer comment je mérite de finir dans une maison de retraite bas de gamme pendant que toi, tu vis dans ma maison? Nathalie a repris contenance avec une rapidité impressionnante. C'était une survivante, une combattante. Mais cette fois, elle menait une bataille perdue d'avance. Cet enregistrement est illégal. Vous ne pouvez pas l'utiliser. Maître Delacroix est intervenu d'une voix professionnelle. En fait, madame, en France, il est parfaitement légal d'enregistrer des conversations sur une propriété privée quand le propriétaire considère qu'il y a intention de fraude ou de spoliation. Et cet enregistrement est parfaitement recevable devant un tribunal. Il n'y a pas de fraude, a dit Nathalie en haussant le ton. Nous, on prend soin d'elle, on lui tient compagnie. Cette maison serait vide et triste sans nous. Vous prenez soin de moi. Ai-je ri? Un rire amer. Vendre mon service sans permission, c'est prendre soin de moi. Jeter les disques vinyles de mon défunt mari, c'est prendre soin de moi. Me soutirer 122 000 € avec une fausse maladie, c'est prendre soin de moi. Thierry s'est couvert le visage de ses mains. Maman, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? Thierry, s'il te plaît que j'oublie que mon fils unique, l'enfant à qui j'ai tout donné, prévoyait de me jeter comme une ordure dans une maison de retraite pendant qu'il s'appropriait tout ce que ton père et moi avons construit. Les larmes se sont mises à couler sur mes joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes de libération. Pendant 3 mois, vous m'avez fait sentir que j'étais folle, que j'étais égoïste, que j'étais une vieille aigrie qui ne pouvait pas lâcher le passé. Vous m'avez fait douter de moi-même au point de croire que vous aviez raison. Nathalie a essayé de s'approcher. « Belle-mère, on peut arranger ça. Ne me touche pas. » J'ai reculé d'un pas. « Ne me touche plus jamais. Ne m'appelle plus jamais belle-mère comme si on était une famille. Parce que la famille ne détruit pas. La famille ne vole pas. La famille ne prépare pas de mettre son propre sang dans une maison de retraite bon marché pour garder sa maison. » Maître Delacroix a ouvert sa mallette. Je crois qu'il est temps de remettre les documents officiels. Il a sorti une grosse chemise et l'a tendue à Thierry, qui l'a prise d'une main tremblante. « Qu'est-ce que c'est? Lisez. Prenez votre temps. » Thierry a ouvert la chemise. Nathalie s'est approchée pour lire par-dessus son épaule. Et j'ai vu le moment exact où ils ont compris. Le moment où leur plan parfait s'est effondré. Mais ce que contenaient ces papiers, ce n'était pas seulement un coup juridique. C'était la fin d'un jeu qu'ils n'auraient pas jamais dû commencer. Et ce que j'étais sur le point de leur dire allait changer leur vie, à jamais. Thierry a lu la première page, puis la deuxième. Ses yeux bougeaient de plus en plus vite, avec une panique croissante. Nathalie lui a arraché les papiers des mains. « Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que ce soit réel. C'est tout à fait réel, » a dit Maître Delacroix, avec ce calme professionnel qu'il avait perfectionné en 40 ans de carrière. Certifié par notaire public. Enregistré au service de la publicité foncière, le 10 mars de cette année. Tout à fait légal et irrévocable. Irrévocable. Nathalie a levé les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire irrévocable? Ça veut dire que ça ne peut pas être modifié. Ai-je répondu. Ça veut dire que cette maison n'est plus à mon nom libre.
Elle est protégée dans un fidéicommis que je contrôle, et vous ne pouvez pas y toucher. » Thierry a laissé tomber les papiers par terre. Son visage était passé du blanc au vert. « Maman, qu'est-ce que tu as fait ?»« Ce que j'aurais dû faire depuis le début, me protéger de vous. » Le notaire a poursuivi d'une voix ferme. La propriété située rue des Lilas 328, dans le 15e arrondissement, est placée sous fidéicommis irrévocable au nom de Madame Simone Thérèse Moreau, veuve Renaud. Elle conserve l'usufruit viager, c'est-à-dire qu'elle peut y vivre jusqu'à son décès. Les bénéficiaires du fidéicommis sont ses petits-enfants, Léa et Lucas, qui recevront le bien quand ils auront 25 ans, avec la condition expresse qu'ils ne pourront jamais le vendre. Il devra rester dans la famille. « C'est injuste !» a crié Nathalie. « Thierry est son fils. C'est lui qui devrait hériter. Thierry a perdu ce droit quand il a prévu de me voler. On n'allait pas vous voler. On allait vous mettre dans une résidence pour vous soigner. » J'ai sorti un autre papier de ma poche. Je l'avais imprimé la veille au soir. « Tu parles de la résidence gériatrique Saint-Joseph à Cergy ? Celle qui coûte 400 € par mois et qui a des notes d'une étoile sur Internet où les plaintes parlent de nourriture avariée, de mauvais traitements et de négligence médicale. » Nathalie a ouvert la bouche, l'a refermée. Elle n'avait pas de réponse. « J'ai enquêté, Nathalie. J'ai tout enquêté. Je sais exactement dans quel genre d'endroit vous comptiez m'envoyer pendant que vous viviez dans le 16e ou le Marais. » Thierry a finalement trouvé sa voix. Elle sonnait brisée, désespérée. « Maman, s'il te plaît, on est une famille. On peut arranger ça. » J'avais juste peur pour l'argent, pour l'avenir. Nathalie me mettait la pression et moi, « Maintenant, tu rejettes la faute sur ta femme ?» L'ai-je interrompu. « Très courageux de ta part, Thierry. Très courageux. » Nathalie a explosé. C'était son idée à lui. C'est lui qui a dit qu'on méritait la maison. C'est lui qui a cherché les maisons de retraite bon marché. Moi, je n'ai fait que suivre son plan. Et voilà la trahison mutuelle qui les détruisait l'un l'autre sous mes yeux. Peu m'importe de qui venait l'idée. Ai-je dit avec une froideur qui m'a surprise moi-même. Tous les deux vous l'avez préparé. Tous les deux vous avez menti. Tous les deux vous m'avez volé. Tous les deux vous êtes également coupables. Maître Delacroix a sorti d'autres documents. Passons maintenant à la question de la restitution financière. Madame Nathalie, vous avez obtenu 121 000 € par tromperie en mentant spécifiquement sur une maladie grave. Cela constitue une escroquerie. Madame Simone a deux options. Engager des poursuites judiciaires pour escroquerie ou vous rembourser l'intégralité de la somme dans un délai de 30 jours. Je n'ai pas 120 000 €, a gémi Nathalie. Je les ai déjà dépensés. Alors il faudra procéder judiciairement. L'escroquerie peut être punie d'une peine de prison de 6 mois à 5 ans, selon le code pénal français. Nathalie s'est tournée vers Thierry. « Dis quelque chose, fais quelque chose, c'est ta mère. » Mais Thierry était paralysé, en état de choc complet. Le notaire a continué implacablement. De plus, il y a la question de la vente non autorisée de biens privés. Le service en porcelaine de Chine avait une valeur estimée de 45 000 €. Il a été vendu sans le consentement du propriétaire. C'est du vol aggravé. Elle m'a dit que je pouvais le vendre, a menti Nathalie désespérée. J'ai des témoins qui disent le contraire, et j'ai des photos du service avec leur date d'origine qui prouvent que c'était la propriété de Madame Simone depuis 15 ans. Nathalie s'est mise à faire les 100 pas comme un animal en cage. C'est un cauchemar, un cauchemar. Non, ai-je dit d'une voix ferme. C'est la justice. Le notaire a fermé sa mallette d'un claquement définitif. Madame Simone, souhaitez-vous engager des poursuites judiciaires ou préférez-vous leur donner l'option d'une restitution volontaire? J'ai regardé Thierry, mon fils, mon unique fils, l'enfant que j'avais tenu dans mes bras, l'adolescent que j'avais consolé quand son premier amour l'avait quitté, l'homme que j'avais soutenu dans chaque décision, et j'ai vu ce qu'il était vraiment. Un lâche, un manipulateur, un voleur. Je veux qu'il s'en aille. Maman. Thierry s'est mis debout. « S'il te plaît,
Ne fais pas ça. Vous avez 48 heures pour quitter cette maison. Vous pouvez emporter vos vêtements, vos appareils électroniques, vos objets personnels, rien de plus. Tout le reste ici. Et où on va vivre ? A demandé Nathalie d'une voix hystérique. On a des enfants. Vous auriez dû y penser avant de prévoir de me détruire. J'ai senti les larmes s'accumuler, mais je ne les ai pas laissées couler. Vous avez de la famille, des amis, une voiture, des emplois. Vous trouverez quelque chose. Comme vous avez trouvé le moyen de me mentir pendant 3 mois. Belle-mère, s'il vous plaît. Ne m'appelle pas comme ça. Tu n'es plus ma belle-fille. Et lui, j'ai montré Thierry. Il n'est plus mon fils. Thierry est tombé à genoux, littéralement. Il s'est agenouillé devant moi, les mains jointes. Maman, pardonne-moi, s'il te plaît. C'était une erreur. Une terrible erreur. J'étais désespérée. Nathalie me mettait la pression et moi je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas mesuré les conséquences, mais je t'aime. Tu es ma mère. Tu le seras toujours. Si tu m'aimais, Thierry, tu n'aurais pas prévu de me mettre dans une maison de retraite, comme si j'étais un déchet. Si tu m'aimais, tu aurais défendu la mémoire de ton père, au lieu de laisser ta femme jeter tout ce que lui et moi avions construit. Je peux changer. On peut changer. Donne-moi une chance. Je t'ai donné ta chance. Je t'ai donné 3 mois de chance. Chaque fois qu'ils jetèrent quelque chose à moi, chaque fois qu'ils mentaient, chaque fois qu'ils me faisaient sentir coupable d'exister, c'était des chances, et tu les as toutes gaspillées. Je me suis tournée vers le notaire. Concernant les 120 000 €, je leur donne 30 jours pour les rembourser. Sinon, j'engage des poursuites. Nathalie a poussé un cri de frustration et s'est précipitée vers l'escalier. Thierry est resté à genoux, à pleurer comme un enfant. « Maman, s'il te plaît. Lève-toi, Thierry. Tu n'es plus un enfant. Tu es un homme de 43 ans. Il est temps que tu agisses comme tel. » Il s'est levé lentement. Ses yeux étaient fort rouges, gonflés. « Et les enfants, Léa et Lucas, tu ne vas plus jamais les voir ?» Cette question m'a fait mal. Elle m'a fait mal profondément. Eux, je les aime et c'est pour ça que la maison est restée en fidéicommis pour eux. Mais je ne vais pas vous laisser les utiliser comme otages émotionnels. Le notaire m'a touché l'épaule doucement. « Madame Simone, si vous avez besoin d'un moment. »« Non, ça va. » J'ai respiré profondément. « Thierry, tu as jusqu'à mercredi 17 mars à 18 h pour déménager. Si vous ne le faites pas volontairement, le notaire procédera à l'expulsion légale. Et crois-moi, vous ne voulez pas qu'on en arrive là. » Thierry a hoché la tête sans force. Il est monté à l'étage en traînant les pieds. Le notaire et moi sommes restés dans le salon. Le silence était dense, pesant. « Êtes-vous sûre de tout ça, Madame Simone ? Vous croyez que Maurice serait fier de moi ?» Le notaire a souri avec tristesse. Maurice serait plus que fier. Il m'a dit une fois, « Si quelque chose m'arrive, Simone va avoir besoin de temps pour trouver sa force. Mais quand elle la trouvera, elle sera inarrêtable. » Il avait raison. Les larmes ont finalement coulé. Mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse, c'étaient des larmes de libération. Merci de m'avoir aidée. C'est un honneur, Madame Simone. Ce soir-là, couchée dans mon lit, j'ai entendu du mouvement à l'étage. Des cartons, des valises, des pleurs, des disputes. Et moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Ce n'était pas une paix joyeuse. C'était une paix douloureuse, triste, aigre-douce. Mais c'était la paix. Parce que pour la première fois, en 3 mois, j'avais repris le contrôle de ma propre vie. J'ai regardé la photo de Maurice sur ma table de nuit. J'ai réussi, mon amour. Je me suis battue comme tu me l'as demandé et je jure qu'à ce moment-là, j'ai senti sa présence comme une étreinte invisible, comme un murmure qui disait « Je suis fière de toi, Simone. » Je l'ai toujours été. Le lendemain, Colette est venue me voir. Elle m'a apporté du café et des croissants. « Comment tu te sens ?» Comme si j'avais survécu à une guerre. Tu as survécu, mon ami, et tu as gagné. Ça ne fait pas l'effet d'une victoire, ça fait l'effet d'une perte. Parce que tu aimes ton fils, et ça ne changera jamais. Elle m'a pris la main. Mais parfois, aimer signifie
Lâcher prise signifie poser des limites, signifie dire « je t'aime, mais je ne vais pas te laisser me détruire ». Elle avait raison. Le mardi, Léa est descendue à la cuisine seule. Elle avait les yeux rouges à force de pleurer. « Mamie, je peux te parler ?»« Bien sûr, ma chérie. Assieds-toi à toi. » Elle s'est assise et pendant un long moment n'a rien dit. Elle regardait juste ses mains. « Je savais, » a-t-elle fini par murmurer. « Qu'est-ce que tu savais, mon trésor ? Je savais ce que mes parents préparaient. J'ai entendu des conversations. J'ai vu comment ils traitaient tes affaires. Et moi, je n'ai rien dit. » Les larmes se sont mises à couler. « Pardonne-moi, mamie. J'aurais dû te le dire. J'aurais dû te défendre. Mais j'avais peur que mes parents se fâchent contre moi. Je les serrai fort dans mes bras. Tu n'y es pour rien, Léa. Tu es une enfant. Ce n'est pas ta responsabilité de réparer les erreurs des adultes. Mais je me sens tellement mal. Je sais. Moi aussi, mais je veux que tu saches quelque chose. Je l'ai prise par le visage pour qu'elle me regarde. Cette maison sera à toi et à ton frère un jour. Et quand ce moment viendra, je veux que vous vous souveniez. La dignité vaut plus que n'importe quelle propriété. Le respect vaut plus que n'importe quel héritage. Et le vrai amour ne détruit jamais. Léa m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Je t'aime, mamie. Beaucoup. Et moi, je t'aime, ma chérie. Pour toujours. Le mercredi 17 mars à 17h, un camion de déménagement s'est garé devant la maison. Thierry et Nathalie ont chargé leurs affaires en silence. Les enfants étaient tristes, perdus. Lucas m'a serré dans ses bras avant de monter dans la voiture. « On ne va plus te voir, mamie ? Bien sûr que vous allez me voir. Quand vous voudrez me rendre visite, vous n'avez qu'à appeler. Cette maison est la vôtre autant que la mienne. » À 18h10, Thierry s'est approché. Il tenait une enveloppe à la main. « Voilà 30 000 €. C'est tout ce que j'ai pu réunir. Le reste, je vais te le rembourser petit à petit. Je te le jure, maman. » J'ai pris l'enveloppe. « Tu as 30 jours pour compléter les 120 000. Pas un jour de plus. Je sais. » Il a baissé les yeux. « Maman, je sais que je ne mérite pas ton pardon. Je sais que ce qu'on a fait est impardonnable. Mais je veux que tu saches que je le regrette. Vraiment. Je le sais, Thierry. Mais regretter n'efface pas le mal. Regretter ne ramène pas les souvenirs que vous avez détruits. Regretter n'efface pas les paroles que tu as dites. Je sais. » Sa voix s'est brisée. « Un jour tu pourras me pardonner. » Je l'ai regardé dans les yeux. Mon fils, mon traître. Je ne sais pas, peut-être avec le temps, avec beaucoup de temps. Mais pour l'instant, j'ai besoin que vous partiez. J'ai besoin de guérir et je ne peux pas le faire avec vous, ici. Il a hoché la tête. Une larme a roulé sur sa joue. « Au revoir, maman. Au revoir, Thierry. » Il est monté dans la voiture. Nathalie ne m'a même pas regardé. Elle a démarré dans un crissement de pneus et ils sont partis. Je suis restée debout à l'entrée de ma maison. Ma maison. Regardant la voiture disparaître au coin de la rue. Colette est apparue à mes côtés. « Tu vas bien ? » ?»« Non, mais je vais m'en remettre. » Ce soir-là, j'ai dîné seule dans ma salle à manger, mais ce n'était pas un dîner triste. Je me suis préparé un bœuf bourguignon, comme ma mère me l'avait appris. J'ai mis de la musique, du jazz manouche de Maurice, ceux que j'avais téléchargés sur mon téléphone, parce que Nathalie avait jeté les originaux. Et en mangeant, j'ai regardé ma maison. Les murs étaient encore gris, mais je pouvais les repeindre. Les rideaux manquaient encore, mais je pouvais en coudre de nouveau. Les souvenirs avaient été détruits, mais je pouvais en créer d'autres, parce que c'est ce que font les femmes fortes. Nous ne nous rendons pas, nous ne nous brisons pas, nous nous reconstruisons. Épilogue. 3 mois plus tard, c'était juin, les tilleuls de ma rue étaient en fleurs, emplissant l'air de ce parfum sucré que Maurice aimait tant. J'avais repeint les murs, pêche, à nouveau. J'avais cousu de nouveaux rideaux avec des fleurs brodées. J'avais remis des photos de Maurice dans toute la maison, et quelque chose de plus. J'avais commencé à vivre. J'ai pris des cours de peinture au centre culturel du quartier. J'ai rencontré d'autres femmes de mon âge, des femmes avec des histoires similaires, des femmes qui avaient elles aussi
survécu à des trahisons familiales. On est devenus amis, on se soutenait, on se rappelait qu'on était plus que des mères, plus que des épouses, plus que des aidantes. On était nous-mêmes. Un après-midi de juin, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. « Allô ?»« Mamie, c'était Léa. »« Ma chérie, comment tu vas ?»« Bien. Enfin, pas si bien. Papa et maman ont divorcé. » Mon cœur s'est arrêté. « Quoi ? Maman est partie. Elle a dit qu'elle ne voulait plus être avec papa, que c'était lui qui l'avait trahie, que tout était de sa faute. Elle est partie avec un autre homme, quelqu'un qu'elle a rencontré à la salle de sport. Sa voix s'est brisée. Et nous, on vit dans un appartement horrible à Montreuil, avec papa. C'est petit, sombre, ça sent mauvais. Oh, ma chérie. Mais je ne t'appelle pas pour te demander de nous reprendre. Je sais qu'on ne peut pas revenir. Je voulais juste entendre ta voix et te dire que tu avais raison sur tout. Léa, maman ne nous a jamais aimés, pas vrai? Elle voulait juste l'argent, la maison. Et papa a été très bête, très faible. Elle a pleuré. Tu me manques, mamie, beaucoup. Toi aussi tu me manques, ma chérie. Tous les jours. Est-ce que je peux venir te voir un jour? Tu peux venir quand tu veux. Ici, ça a toujours été chez toi. Merci, mamie. Je t'aime. Et moi, je t'aime, mon trésor. Pour toujours. J'ai raccroché et je suis restée à regarder le téléphone un long moment. Nathalie était partie. Comme les serpents, elle avait trouvé une autre victime, un autre plan, une autre opportunité. Et Thierry payait les conséquences de ses décisions. Je n'ai pas ressenti de joie, mais je n'ai pas non plus ressenti de culpabilité. J'ai ressenti de l'acceptation. Parfois la vie nous enseigne de la façon la plus dure, et parfois les gens doivent tout perdre pour comprendre la valeur de ce qu'ils avaient. Ce soir-là, assise dans mon jardin sous les étoiles, buvant une tisane à la camomille, j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. J'avais perdu mon fils, au moins temporairement, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux. Moi-même, parce que j'ai appris que l'amour sans respect n'est pas de l'amour, c'est de l'esclavage. J'ai appris que la vraie famille ne te détruit pas, elle te construit. J'ai appris qu'à 68 ans, on a encore le droit de défendre sa dignité. Et j'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour dire « jusqu'ici, pas plus loin ». Parce que la vraie richesse n'est pas dans ce qu'on possède, elle est dans ce qu'on ne laisse pas nous prendre. Ta dignité, ta paix, ton droit de vivre sans peur dans ta propre maison. Et ça n'a pas de prix. Et ainsi se termine mon histoire. Une histoire que je n'aurais jamais pensé vivre. Une histoire qui m'a brisé le cœur, mais qui m'a aussi donné des forces que j'ignorais avoir. Si cette histoire t'a touché l'âme, si elle t'a fait réfléchir sur tes propres limites, sur ta propre famille, sur ta propre dignité, dis-le-moi dans les commentaires. Raconte-moi d'où tu regardes cette histoire, de quel pays ou quelle ville tu m'accompagnes. J'aimerais beaucoup savoir que ces mots ont touché ton cœur, peu importe où tu te trouves. Et si tu connais quelqu'un qui traverse quelque chose de similaire, partage cette histoire, parce que parfois savoir qu'on n'est pas seul, c'est ce qui nous donne le courage de nous battre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus d'histoires de vie, de dépassement de soi, de femmes qui ont refusé d'être des victimes, parce qu'au bout du compte, tout le monde mérite de vivre dans la dignité. Tout le monde mérite d'être traité avec respect et tout le monde mérite de fermer des portes qui font mal, même si ce sont les portes de sa propre famille. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine histoire. Avec affection, Simone. Mère, a dit Nathalie avec ce sourire que je croyais alors sincère. Pardon de venir sans prévenir. Non, ne vous en faites pas. Entrez. Vous voulez de l'eau, du café? Les enfants se sont précipités vers le jardin de derrière. Léa avait 12 ans et Lucas 9. De bons enfants, toujours polis, bien que je les ai vus de moins en moins ces derniers temps. Thierry s'est assis sur le canapé et s'est passé les mains sur le visage, ce geste qu'il faisait depuis qu'il était petit, quand il était nerveux. « Maman, on a perdu l'appartement. Les mots sont tombés comme des pierres dans un puits. Comment ça vous l'avez perdu?
Nathalie s'est assise à côté de lui et lui a pris la main. À ce moment-là, j'ai pensé « Quelle chance qu'ils s'aient, l'un l'autre, dans les moments difficiles. Quelle idiote j'ai été! On a eu des problèmes avec la banque. » a expliqué Thierry sans me regarder dans les yeux. « On n'a pas pu payer le crédit pendant 3 mois. Et bon, ils nous ont saisis. On nous a donné 2 semaines pour partir. Je me suis porté la main à la poitrine. Mon fils, mon Thierry, sans logement. Mais pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu avant? J'aurais pu vous aider. » « On ne voulait pas vous inquiéter, belle-mère, » est intervenue Nathalie d'une voix douce. « Vous avez déjà tant fait pour nous. On ne voulait pas être un poids. Vous n'êtes jamais un poids. Vous êtes ma famille. » Thierry m'a enfin regardé. Il avait les yeux rouges. « Maman, j'ai besoin de te demander une immense faveur, la plus grande que je t'ai jamais demandée. Tout ce que tu veux, mon fils, tout ce dont tu as besoin. Est-ce qu'on peut rester ici juste temporairement le temps qu'on trouve un autre endroit? Peut-être 2 ou 3 mois maximum. Ma maison avait 4 chambres. Depuis que Maurice était mort il y a 5 ans, je vivais seule dans cet espace immense qui soudain semblait trop grand, trop silencieux. L'idée d'avoir ma famille près de moi, d'entendre des rires d'enfants, de cuisiner pour plus d'une personne, bien sûr que vous pouvez rester le temps qu'il vous faut. Nathalie s'est levée d'un bond et m'a serrée dans ses bras. Elle sentait un parfum cher, bien trop cher pour quelqu'un qui venait de perdre son logement. « Merci, belle-mère. Vous ne savez pas ce que ça représente pour nous. » Les enfants ont crié de joie quand on leur a dit qu'ils allaient rester chez grand-mère. Lucas s'est précipité vers moi et m'a enlacé la taille. « Je peux dormir dans la chambre avec les étoiles au plafond, mamie. » C'était la chambre que Maurice avait décorée quand Thierry était petit. Il avait collé des autocollants phosphorescents. Mon petit-fils s'en souvenait des rares fois où ils étaient venus me rendre visite. Bien sûr que oui, mon trésor. Le jour même, ils ont commencé à apporter leurs affaires. Des cartons, beaucoup de cartons. Plus que ce qui pouvait tenir dans une camionnette. Thierry avait loué un petit camion. Tout ça était nécessaire? Ai-je demandé en voyant la quantité d'objets. C'est qu'on ne sait pas combien de temps on restera, maman. On préfère avoir tout sous la main. Ça avait du sens, ou du moins c'est ce que j'ai pensé. La première semaine a été agréable. Je cuisinais pour tout le monde. Les enfants faisaient rare leurs devoirs dans la salle à manger. Thierry sortait tôt chercher du travail. Nathalie restait à la maison. Elle disait que c'était pour s'occuper des enfants, bien qu'ils soient déjà grands pour avoir besoin d'une nounou. Mais il y avait de petites choses, des choses que j'ai ignorées sur le moment. Nathalie a déplacé les meubles du salon pour qu'il y ait plus d'espace. Le fauteuil de Maurice, celui où il passait des heures à lire, a fini relégué dans le garage. « C'est qu'il est très usé, belle-mère. Ça fait moche, là. » Elle a changé les serviettes de la salle de bain par des neuves qu'elle avait achetées. Les miennes, brodées à la main par ma mère, elle les a rangées dans un carton. Celles-ci sont plus modernes. Il faut vous mettre à la page, belle-mère. Elle s'est mise à cuisiner elle aussi, mais pas des plats qui me plaisaient à moi, des plats différents, avec des épices que je n'avais jamais utilisées. Et quand j'essayais de préparer quelque chose de traditionnel, elle soupirait. « Oh, belle-mère, autant de gras, ce n'est bon pour personne. » Un jour, 2 semaines après leur arrivée, je suis descendue prendre mon petit déjeuner et j'ai découvert que les rideaux de la salle à manger avaient disparu. « Où sont les rideaux ?» ai-je demandé. Nathalie préparait un smoothie au mixeur. Elle ne s'est même pas retournée. Je les ai enlevés. Ils bloquaient la lumière naturelle. Votre maison était trop sombre, belle-mère. Elle avait besoin de clarté. Ces rideaux, je les avais cousus moi-même. Il m'avait fallu 3 semaines pour les terminer. Ils avaient un motif d'oiseau brodé que ma mère m'avait appris à faire. Mais ils me plaisaient, ces rideaux. Ils étaient très vieux, belle-mère. Il était temps de changer. Thierry est entré à ce moment-là et a embrassé Nathalie sur la joue. « Bonjour, maman. »« Tu as bien dormi ? » ?»« Mon fils, tu as vu que Nathalie a enlevé les rideaux de la salle à manger ? » ?»« Ah oui. C'est mieux comme ça, non ? Plus lumineux. Mais c'est moi qui les ai faits. Ça m'a pris beaucoup de temps. » Thierry s'est servi un café avec un sourire distrait. « Maman, ne sois pas si sentimentale. Ce ne sont que des rideaux.
Nathalie a bon goût. Tu devrais lui faire davantage confiance. Je suis restée muette, debout dans la cuisine de ma maison, sentant que d'une certaine façon c'était moi qui étais de trop. Tu as raison, ai-je fini par dire. Ce ne sont que des rideaux. Nathalie m'a souri. Ce sourire que je croyais encore bienveillant. Voilà, belle-mère, c'est bien d'être souple. Le changement est bénéfique. Ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai contemplé le plafond, en pensant à Maurice, à ce qu'il disait toujours. « Simone, tu es trop bonne. Un jour, quelqu'un va en profiter. » Mais là, c'était différent, n'est-ce pas? C'était ma famille, mon fils, mes petits-enfants. Ils ne pouvaient pas profiter de moi. Si? Ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que les rideaux n'étaient qu'un début. Nathalie n'était pas venue chez moi pour y séjourner temporairement. Elle était venue pour la faire sienne. Et chaque jour qui passait, je disparaissais un peu plus jusqu'à ce qu'il ne reste presque plus rien de moi. Le vrai changement a commencé la 3e semaine. Nathalie est entrée dans ma chambre sans frapper. J'étais en train de plier du linge quand je l'ai vue plantée sur le seuil, avec cette expression que je commençais à connaître bien trop bien. De la détermination déguisée en sollicitude. « Belle-mère, il faut qu'on parle de cette chambre. » « Ma chambre, qu'est-ce qu'elle a ?» Elle est entrée et a fait le tour en touchant les objets. La coiffeuse ancienne en acajou, le miroir au cadre doré, la photo de mon mariage sur le mur. C'est qu'elle est trop chargée, trop encombrée. Ce n'est pas sain pour vous d'avoir tout ce désordre. J'ai regardé autour de moi. Ma chambre n'était pas en désordre. Chaque chose était à sa place. Chaque objet avait une histoire. Ce n'est pas du désordre, Nathalie. C'est de la vie. Exactement. C'est bien le problème. Elle s'est assise sur mon lit comme si c'était le sien. Vous vivez dans le passé, entouré des affaires de votre mari qui n'est plus là. Ce n'est pas sain. Vous devez lâcher prise, avancer. Ces paroles m'ont fait l'effet d'une gifle. Maurice a été mon époux pendant 42 ans. Je ne vais pas laisser tomber ces souvenirs. Je ne vous demande pas de les oublier, belle-mère. Seulement de les ranger, de faire de la place pour le présent, pour nous. Le lendemain, pendant que j'étais sortie à la messe, Nathalie a réorganisé le salon. Quand je suis rentrée, les photos de Maurice qui étaient mains sur la cheminée avaient disparu. À leur place, il y avait des bougies parfumées et une plante artificielle. Où sont les photos de Maurice? Je les ai rangées dans une boîte dans votre placard, belle-mère. Comme ça, elles sont mieux protégées de la poussière. Je ne veux pas qu'elles soient protégées de la poussière. Je veux les voir. Nathalie a soupiré avec cette patience exagérée qu'on utilise avec les jeunes enfants. Belle-mère, vous ne pouvez pas transformer votre maison en sanctuaire. Votre mari repose en paix. Vous devez vivre. Je suis allée dans mon placard, j'ai trouvé la boîte. Mais il n'y avait pas toutes les photos. Il manquait ma préférée, Maurice et moi, à Biarritz, pendant notre lune de miel. Il me portait dans ses bras tandis que les vagues nous mouillaient les pieds. Nathalie, il manque une photo. Laquelle? Celle de Biarritz, celle dans le cadre argenté. Ah, celle-là. Elle est tombée et le verre s'est brisé. Je l'ai jeté. Tu l'as jeté. Le cadre était oxydé de toute façon, belle-mère. Il ne servait plus. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Non, pas le cadre. Moi. Ce soir-là, Thierry est rentré tard. Je l'ai attendu éveillé. Mon fils, il faut que je te parle. Maman, je suis fatiguée. Ça peut attendre demain? Non, ça doit être maintenant. Il s'est laissé tomber sur le canapé avec un soupir d'agacement. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Nathalie jette les affaires de ton père. Elle a tout changé dans la maison. Et je me sens comme une étrangère chez moi. Thierry ne m'a même pas regardé dans les yeux. Il est resté les yeux rivés sur son téléphone. Maman, Nathalie essaie juste d'aider. Cette maison était très négligée, très désuète. C'est ma maison, Thierry. Et elle me plaisait comme elle était. Peut-être que tu avais besoin que quelqu'un te montre qu'il y a d'autres façons de vivre. Il a finalement levé les yeux. Tu sais quel est ton problème, maman? Tu t'accroches trop au passé. Papa est mort, il y a 5 ans. Il est temps que tu passes à autre chose. Ces paroles m'ont transpercé comme des poignards. Passer à autre chose signifie oublier ton père.
Ça signifie arrêter de vivre dans un musée. Il s'est levé. Nathalie essaie de moderniser les choses. Tu devrais être reconnaissante que quelqu'un se soucie de toi. Et il est allé se coucher. Je suis restée assise dans l'obscurité du salon, avec les bougies parfumées de Nathalie, embaumant l'air d'une odeur qui n'était pas celle de ma maison. Et pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé, j'ai pleuré. Mais le pire n'était pas encore arrivé. Une semaine plus tard, Nathalie est entrée dans la cuisine avec un immense sourire. « Belle-mère, j'ai une nouvelle formidable. J'ai engagé une entreprise de nettoyage en profondeur. Ils viennent demain tout rendre impeccable. Une entreprise de nettoyage. Mais c'est moi qui nettoie la maison. Oh, belle-mère, avec tout le respect que je vous dois. Vous nettoyez à l'ancienne. On a besoin d'une désinfection professionnelle. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui paie. » Le lendemain, 3 personnes sont arrivées en uniforme avec des produits de nettoyage industriel. Nathalie les dirigeait comme un général en campagne. « Ces meubles du garage, emportez-les à la déchetterie. Ces cartons là-bas aussi. Et cette vieille vitrine, s'il vous plaît, sortez-la. Attendez. » Je me suis précipitée vers eux. Cette vitrine était à ma grand-mère. « Tu ne peux pas l'acheter. Elle est pleine de mythes, belle-mère. C'est un nid à bestioles. Ça m'est égal, elle vient de ma famille. » Nathalie a fait un geste d'exaspération. « D'accord, on la laisse, mais au moins, laissez-les emporter toutes ces vieilleries du garage. » Je n'ai pas fait attention à ce qu'exactement ils ont sorti du garage. Erreur fatale. 2 jours plus tard, j'ai cherché la collection de disques vinyles de Maurice. Les disques de jazz manouche qu'il avait collectionnés pendant 30 ans. Ceux qu'on mettait le dimanche après-midi pendant qu'il me serrait dans ses bras dans la cuisine et me chantait à l'oreille. Il n'était maintenant plus là. « Nathalie, où sont les disques de Maurice ?»« Les disques. Oh, belle-mère, ceux-là, les gens du nettoyage les ont jetés. Ils étaient rayés. Certains ne pouvaient même plus s'écouter. Ils les ont jetés. Oui, mais ne vous inquiétez pas, maintenant il y a Spotify. Vous pouvez écouter n'importe quelle chanson que vous voulez. » Je me suis assise par terre dans le garage. Juste là, là où autrefois se trouvait le fauteuil de Maurice. Là où autrefois se trouvaient ses disques, ses souvenirs, notre vie. Et j'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis ses funérailles. Nathalie est apparue à la porte. « Oh, belle-mère, ne soyez pas si mélodramatique. Ce ne sont que des choses, des objets. Mais ce n'étaient pas que des objets. C'étaient des morceaux de ma vie. Des morceaux de Maurice, des morceaux de moi. » Et elle les jetait à la poubelle, un par un. Ce soir-là, j'ai raconté à Colette, ma voisine de toujours. Elle avait 72 ans et était veuve comme moi. On s'est assise dans son jardin avec du café au lait. « Simone, cette femme est en train de t'effacer, » a-t-elle dit avec sa franchise caractéristique. « Elle efface ton histoire pour écrire la sienne. Mais c'est ma belle-fille, l'épouse de mon fils. Et c'est précisément ce qui la rend plus dangereuse, parce qu'elle vient avec l'étiquette de famille. Et toi, par respect pour ton fils, tu supportes ce que tu ne supporterais pas d'une étrangère. » Ces paroles m'ont trotté dans la tête toute la nuit. Le lendemain, Nathalie a repeint le salon sans prévenir, sans demander. Quand je suis rentrée du marché, les murs qui avaient été pêches pendant 20 ans étaient maintenant gris foncé. « Ça vous plaît ?» a-t-elle demandé fièrement. « C'est la couleur tendance. Ça fait très chic. » J'avais choisi ce pêche avec Maurice. On avait passé tout un week-end à peindre ensemble. Eh bien, maintenant c'est gris. Le pêche était passé de mode, belle-mère. Il faut se mettre au goût du jour. Thierry est arrivé et a applaudi. « Wahou! C'est magnifique, mon amour. Très moderne. »« Ta mère n'a pas l'air contente, » a dit Nathalie d'une voix de victime. Thierry m'a regardée avec déception. « Maman, vraiment ?» Nathalie fait des efforts pour améliorer la maison. Et toi, tu ne fais que te plaindre. Je n'ai pas demandé qu'on l'améliore. Elle me plaisait comme elle était. Eh bien, à personne d'autre. C'était déprimant. Ce mot, déprimant. Comme si ma vie avec Maurice avait été déprimante. Je suis partie dans ma chambre sans dîner. Et ce soir-là, allongée dans le noir, je me suis rendu compte de quelque chose de terrible.
Je ne reconnaissais plus ma propre maison. Les murs, les meubles, les odeurs, tout était différent. Tout était à Nathalie, et moi j'étais en train de devenir la locataire de mon propre foyer. Mais si vous pensiez que perdre mes souvenirs était le pire que Nathalie m'ait fait, vous vous trompez. Parce que ce qui est venu ensuite, ce n'était pas seulement me voler des objets, c'était me voler quelque chose de bien plus précieux. Et quand je l'ai découvert, j'ai compris que ma belle-fille n'était pas seulement manipulatrice, c'était une voleuse. Et mon fils, mon propre fils, le savait. C'était un jeudi après-midi, 18 janvier. Je me souviens de la date exacte parce que c'était ce qui aurait été le 43e anniversaire de Maurice, s'il avait encore été en vie. Je mettais toujours des fleurs fraîches devant sa photo ce jour-là. Mais sa photo n'était plus dans le salon. Elle était rangée dans une boîte, dans mon placard. Je suis descendue à la cuisine, me préparer une tisane. J'avais besoin de quelque chose pour me calmer. Ces derniers jours, j'avais mal dormi. Des cauchemars où ma maison devenait de plus en plus petite et où je ne trouvais pas la sortie. Nathalie était dans la salle à manger avec son ordinateur portable ouvert. Elle parlait au téléphone avec quelqu'un. Oui, je l'ai toujours. C'est de la porcelaine de Chine, authentique, ancienne. Elle a des détails en or 24 carats. Une pause. Non, ce n'est pas volé. Ça vient de ma famille. Autre pause. 8 000 €, c'est trop peu. Ça vaut au moins 15 000. Je me suis approchée. Sur l'écran de son ordinateur, il y avait des photos de mon service de table. Le service en porcelaine de Chine que Maurice m'avait offert pour notre 3e anniversaire de mariage. Il l'avait acheté lors d'un voyage d'affaires à Hong Kong. Il avait économisé pendant des mois pour le payer. Chaque assiette avait des fleurs de cerisier peintes à la main. Chaque tasse avait le bord doré. Le service complet. 12 assiettes creuses, 12 assiettes plates, 12 tasses avec leur soucoupe. On ne l'utilisait jamais. Il était trop précieux. Je le gardais dans la vitrine de la salle à manger juste pour l'admirer. Nathalie. Ma voix est sortie tremblante. « Qu'est-ce que tu fais ?» Elle a levé les yeux avec un sourire tranquille. Bien trop tranquille. « Ah, belle-mère, je vends le service en porcelaine. Tu vends mon service. Bon, techniquement il est chez vous, mais personne ne l'utilise. Il ne fait que prendre la poussière, et nous, on a besoin d'argent de toute urgence. » J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Ce service me l'a offert Maurice. Il n'est pas à vendre. Belle-mère, soyez raisonnable. Ce ne sont que des assiettes. Et nous, on est dans une situation très difficile. Thierry n'a pas trouvé de travail. Les enfants ont besoin de nouvelles fournitures scolaires. Le loyer du garde-meuble où on stocke nos affaires expire la semaine prochaine. Et on n'a pas de quoi le payer. Et c'est pour ça que tu vas vendre mes affaires. Ce ne sont pas que vos affaires, belle-mère. On est une famille. Ce qui est à vous est à nous. C'est comme ça que fonctionnent les familles. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait si fort que je sentais mon pouls dans mes oreilles. Annule cette vente maintenant. Nathalie a refermé l'ordinateur avec un soupir théâtral. Vous savez quel est votre problème, belle-mère? Vous êtes égoïste. Nous, on vous accueille. On prend soin de vous. On vous tient compagnie pour que vous ne soyez pas seul dans cette immense maison. Et vous n'êtes pas capable de nous aider quand on en a le plus besoin. Qu'est-ce que vous allez faire de ces assiettes? Les contempler jusqu'à votre mort? Ces paroles m'ont frappé comme des coups de poing. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est mon histoire. C'est ce que Maurice m'a laissé. Maurice est mort, belle-mère. Les morts n'ont pas besoin de vaisselle. Les vivants, eux, ont besoin d'argent pour manger. À ce moment-là, Thierry est entré. Il portait un sac de viennoiserie. « Qu'est-ce qui se passe? On entend des cris depuis dehors. Ta mère ne veut pas qu'on vende le service en porcelaine ?» a dit Nathalie avec une voix de petite fille grondée. Elle préfère que ses petits-enfants aient faim plutôt que de se séparer de quelques vieilles assiettes. Thierry m'a regardée avec cette expression qui me brisait l'âme. Déception, lassitude, agacement. « Maman, tu vas vraiment faire un drame pour des assiettes? Ce ne sont pas que des assiettes. C'est le cadeau d'anniversaire que m'a fait ton père. Et je suis sûre que papa préférerait que ses petits-enfants mangent, plutôt que d'avoir des assiettes rangées que personne n'utilise. » Il s'est approché de Nathalie et lui a posé une main sur l'épaule. «
Vends le service, mon amour. Maman va comprendre. Je ne vais pas comprendre. Vous n'avez pas le droit. Nathalie s'est levée les larmes aux yeux. Des larmes parfaites qui roulaient juste au milieu de ses joues, sans abîmer son maquillage. Vous savez quoi, belle-mère? Vous avez raison. On n'a droit à rien. On n'est qu'un poids pour vous. Thierry, tu as entendu ta mère. On n'est pas les bienvenus ici. On ferait mieux de faire nos valises et de partir dans la rue. Tant pis si les enfants dorment dans un foyer. Au moins la vaisselle de la belle-mère sera en sécurité. Mon amour, ne dis pas ça. Thierry l'a prise dans ses bras et m'a regardé durement. Maman, tu vois ce que tu fais? Tu vois comme tu lui fais du mal? Je n'en revenais pas. D'une certaine façon, c'était moi la méchante de l'histoire. Thierry, ce service a énormément de valeur pour moi. Eh bien, pour nous, il vaut pouvoir manger, a hurlé mon fils. Il ne m'avait jamais crié dessus comme ça. Mais ne t'inquiète pas, maman. On ne va pas toucher à ta précieuse vaisselle. On ne va toucher à rien. En fait, on ferait mieux de partir pour que tu puisses vivre seule, avec tes souvenirs et tes affaires, sans que personne te dérange. Il a commencé à marcher vers l'escalier. Nathalie l'a suivi en sanglotant. Les enfants sont apparus dans le couloir, le visage effrayé. « Qu'est-ce qui se passe, papa ?» a demandé Lucas d'une petite voix. « Rien, mon fils. On va faire les bagages. Ta grand-mère veut qu'on s'en aille. »« Je n'ai pas dit ça !» ai-je crié. Mais personne ne m'a entendu. 2 heures ont passé. 2 heures pendant lesquelles j'ai entendu du mouvement à l'étage, des cartons qu'on traînait, des portes qui claquaient, les pleurs discrets de Léa. Et moi, assise dans la cuisine, les mains tremblantes sur la table, me demandant comment j'en étais arrivée là. Finalement, Thierry est descendu, seul. Nathalie est en haut, en train de faire les valises. Les enfants sont perdus et terrifiés. J'espère que tu es fier de toi. Thierry, je t'ai seulement demandé de ne pas vendre le service de ton père. Et qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse, maman? Qu'on mendie dans la rue? Qu'on arrête de manger? Il s'est assis face à moi, les yeux vitreux. Je croyais que tu étais différente. Je croyais que tu comprendrais. Mais il s'avère que tu es comme toutes ces vieilles égoïstes qui ne pensent qu'à leurs affaires et pas à leur famille. Ces mots, vieilles égoïstes. Mon propre fils. D'accord, ai-je murmuré. Qu'elle vende le service. Quoi? Qu'elle le vende? Si c'est ce dont vous avez besoin, qu'elle le vende. Thierry a cligné des yeux surpris. Puis son visage s'est adouci et il m'a pris les mains. Maman, je savais que tu comprendrais. Merci, merci. Je te promets que quand j'aurai trouvé du travail, je te rachèterai un service identique. Il est monté 4 à 4 en criant « Mon amour ». Ma mère a dit qu'on pouvait rester. Ce soir-là, allongée dans mon lit, j'ai contemplé la vitrine vide de la salle à manger. Nathalie avait empaqueté le service immédiatement, comme si elle avait peur que je change d'avis. 45 000 €, voilà ce que valait ce service. Je le sais parce que, quand Maurice est mort, un expert est venu faire l'inventaire pour le testament. 45 000 € de souvenirs, d'amour, d'années de mariage. Et ma belle-fille allait le vendre pour 8 000. Le lendemain, Nathalie est sortie de bonne heure. Elle est revenue 6 heures plus tard, avec des sacs de vêtements neufs, des pantalons de marque, des chemisiers de créateurs, des chaussures hors de prix. « Tu as réussi à vendre le service ?» ai-je demandé. « Oui, belle-mère, heureusement. Avec ça, on a pu payer le garde-meuble. » Mais les sacs dans ses mains racontaient une autre histoire. Nathalie, ces sacs. Ah, ça, c'est que j'ai trouvé des offres incroyables. 2 pour le prix d'un. Je n'ai pas pu résister. Tu as acheté des vêtements avec l'argent de mon service? Pas que des vêtements. J'ai aussi payé le garde-meuble et acheté des fournitures pour les enfants. Et bon, je méritais de me faire plaisir. Vous ne trouvez pas? J'ai été très stressée. Elle est partie dans sa chambre en sifflotant une chanson, et moi je suis restée là plantée dans mon salon gris foncé, avec mes murs nus, avec ma vitrine vide, comprenant enfin la vérité. Ils n'étaient pas venus séjourner temporairement, ils étaient venus pour tout prendre. Mais s'ils pensaient que me voler mes souvenirs et mes biens suffisait à me détruire,
Il se trompait, parce que Nathalie avait un plan bien plus élaboré. Un plan qui impliquait des mensonges, de faux rendez-vous médicaux et 120 000 € que j'allais lui donner de mon plein gré. Parce que quand un serpent a identifié sa proie, il ne s'arrête pas tant qu'il ne l'a pas entièrement dévorée. 2 semaines après l'incident du service, Nathalie a commencé à se comporter bizarrement, plus bizarrement que d'habitude. Elle se levait tard. Elle déambulait dans la maison, une main sur le front, poussant de profonds soupirs. Elle laissait ses repas à moitié entamés, en disant qu'elle n'avait pas d'appétit. Et chaque fois que quelqu'un lui demandait ce qu'elle avait, elle répondait par un dramatique « Rien, rien, ça va aller ». Mais elle le disait de cette façon qui crie « Demandez-moi encore, s'il vous plaît, demandez-moi encore ». C'est Léa qui a finalement mordu à l'hameçon. « Maman, tu es malade ?» Nathalie a porté la main à sa poitrine et ses yeux se sont emplis de larmes. « Je ne veux pas vous inquiéter, ma chérie. J'ai juste des symptômes bizarres. Mais ce n'est rien de grave. Sûrement. » Thierry s'est levé de table alarmé. Quel genre de symptômes? Des vertiges, des nausées. Et bon, j'ai des petits saignements. Elle a baissé la voix comme si c'était un terrible secret. D'endroits où je ne devrais pas. Mon cœur a fait un bond. Malgré tout, je ne souhaitais de mal à personne, encore moins une maladie grave. « Nathalie, tu dois aller voir un médecin !» ai-je dit immédiatement. « Je ne peux pas, belle-mère. On n'a plus de mutuelle maintenant qu'on n'a plus d'emploi. Et une consultation privée avec un spécialiste, ça coûte une fortune. Peu importe ce que ça coûte, ta santé est plus importante. » Nathalie m'a regardée avec ses grands yeux brillants, comme si j'étais sa sauveuse. « Vraiment, belle-mère, vous nous aideriez pour ça? Bien sûr, demain on prend rendez-vous. » Ce soir-là, j'ai entendu Thierry et Nathalie parler dans leur chambre. Leur voix parvenait par la porte entr'ouverte. « Je t'avais dit que ça marcherait, » a murmuré Nathalie. « Ta mère a un cœur d'artichaut. Il suffit de lui faire un peu peur. » Je n'ai pas pu entendre la réponse de Thierry, mais je n'ai pas voulu y croire non plus. J'avais sûrement mal compris. Le lendemain, Nathalie m'a montré le nom d'une clinique. Centre médical spécialisé Sainte-Marguerite. Ça sonnait prestigieux, coûteux. Le docteur Masson est le meilleur oncologue de la ville, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Mais ces consultations coûtent 3 500 €. D'accord, c'est moi qui paie. Je l'ai accompagnée au rendez-vous, mais en arrivant, elle m'a demandé d'attendre dehors. Belle-mère, c'est que ce sont des examens très intimes. Ça me gêne que vous soyez là. Ça ne vous ennuie pas d'attendre dans la salle d'attente? Bien sûr que non, ma fille. Vas-y, tranquille. J'ai attendu 2 heures. 2 heures à feuilleter de vieux magazines, dans une salle d'attente impeccable au sol de marbre et aux plantes d'ornement luxueuses. Quand elle est sortie, elle avait les yeux rouges, à force de pleurer. « Qu'a dit le médecin ?» ai-je demandé en me levant d'un bond. J'ai besoin d'examens, plein d'examens, IRM, scanner, analyse de sang spécialisée. Sa voix s'est brisée. Et une biopsie. Mon Dieu, ils ne savent pas encore. C'est pour ça qu'il faut les examens. Mais le médecin a dit que plus vite on les fait, mieux c'est. Elle m'a pris les mains. Belle-mère, je sais que c'est beaucoup demandé. Je sais qu'on a déjà abusé de votre générosité. Mais j'ai peur, très peur. Combien coûtent les examens? 120 000 €. Elle a dit le chiffre comme si c'était une sentence de mort. C'est énormément d'argent, beaucoup trop. On n'a pas de quoi le payer. Peut-être que je peux attendre quelques mois le temps que Thierry trouve du travail. Tu ne peux pas attendre si c'est quelque chose de grave. Allons à la banque tout de suite. Nathalie m'a serré si fort que je pouvais à peine respirer. Merci, belle-mère. Merci. Vous ne savez pas ce que ça représente pour moi, pour mes enfants. On est allé à la banque le jour même. J'ai vendu 2 petits terrains que j'avais en Normandie. Des terrains que Maurice avait achetés en pensant y construire une maison de campagne, un jour. Des terrains qui valaient ça plus de 120 000 €. Mais je les ai vendus vite, sans marchander, parce qu'une vie humaine vaut plus que n'importe quel bien. J'ai remis l'argent à Nathalie dans une enveloppe Kraft. Que Dieu te bénisse, ma fille, et que tout se passe bien. Elle a pleuré dans mes bras, des larmes que je croyais alors sincères.
Pendant les 2 semaines suivantes, Nathalie sortait tôt pour faire ses examens. Elle rentrait fatiguée, pâle, avec des histoires d'aiguilles et de machines et de médecins inquiets. « Vous avez déjà les résultats ?» demandai-je chaque jour. « Pas encore, belle-mère. Ce sont des examens très complexes. Ça prend du temps. » Les enfants étaient effrayés. Lucas m'a demandé un soir « Mamie, maman va mourir ?»« Non, mon trésor, ta maman va guérir. Les médecins vont la soigner. » Mais au fond de moi, j'avais peur aussi. Et puis, ce mardi est arrivé, le 5 février, jour de marché dans le quartier. Je suis allée acheter des légumes. Le stand de Madame Garnier était à côté de celui de Monsieur Duval, celui qui vend le poulet. Et là, au milieu de la conversation sur le prix des tomates, Madame Garnier m'a dit « Dis donc, Simone, j'ai vu ta belle-fille l'autre jour à la Défense. Elle avait l'air en pleine forme, très jolie. Quand est-ce que tu l'as vue ?» Vendredi dernier, elle sortait d'une de ces cliniques chics de chirurgie esthétique. Le monde s'est arrêté. Chirurgie esthétique. Oui, la clinique Beaumont. Ma nièce y travaille comme réceptionniste. Elle m'a raconté que ta belle-fille s'est fait refaire le nez. C'est très réussi d'ailleurs. Je suis rentrée à la maison avec mes sacs de courses qui me tremblèrent dans les mains. Nathalie était dans le salon à regarder la télévision, en train de manger du pop-corn avec son nouveau-né. C'était subtil, mais maintenant que je le savais, je pouvais le voir. La pointe un peu plus retroussée, l'arête plus fine. « Nathalie, je peux te parler ?»« Bien sûr, belle-mère. Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai croisé Madame Garnier au marché. » Son visage n'a pas changé, pas un muscle. « Ah, très bien. Comment va Madame Garnier ? » « Bien. Elle m'a dit qu'elle t'a vu sortir de la clinique Beaumont. » Silence. « La clinique de chirurgie esthétique. » Ai-je continué d'une voix tremblante. « Vendredi dernier, le jour où tu étais censé passer ton IRM. » Nathalie a posé le bol de pop-corn sur la table lentement, avec précaution. « Belle-mère, je peux m'expliquer ?»« M'expliquer quoi ?» Ma voix est sortie plus fort que je ne le voulais. « M'expliquer que tu m'as menti, que tu m'as soutiré 121 000 € avec une maladie inventée. Je n'ai rien inventé. Je me sentais vraiment mal. Tu t'es fait opérer le nez avec mon argent. » Elle s'est levée du canapé avec cette rapidité qui me faisait peur. « Et alors ? Quel est le problème ? Moi aussi, je mérite de me sentir bien dans ma peau. Tout ne tourne pas autour de vous et de vos besoins. C'était mon argent. De l'argent que j'ai donné parce que je croyais que tu étais malade. J'étais malade. Malade d'insécurité, malade de manque d'estime de soi. Elle s'est touché le nez avec fierté. Cette chirurgie m'a sauvé la vie autant que n'importe quel traitement contre le cancer. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas d'un tel culot. Je veux qu'on me rembourse. Nathalie a éclaté d'un rire froid qui m'a glacé le sang. Votre argent, belle-mère, vous me l'avez donné. C'était un cadeau. On ne reprend pas les cadeaux. Ce n'était pas un cadeau. C'était pour ton traitement médical. Et je l'ai utilisé pour un traitement médical. Chirurgie reconstructive. C'est pareil. À ce moment-là, Thierry est entré. Il portait l'uniforme d'un restaurant. Il avait finalement trouvé un travail de serveur. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» On entend des cris depuis la rue. « Ta mère me harcèle !» a dit Nathalie avec une voix de victime parfaite. Elle me reproche d'avoir utilisé l'argent qu'elle m'a donné pour une chirurgie dont j'avais besoin. Une chirurgie dont tu avais besoin. Je me suis tournée vers mon fils. Thierry, elle m'a menti. Elle m'a dit qu'elle avait un cancer. Elle m'a soutiré 121 000 € pour se faire refaire le nez. Je m'attendais à ce que mon fils prenne mon parti, qu'il s'indigne, qu'il la confronte. Mais au lieu de ça, il a soupiré avec lassitude. « Maman, on savait que Nathalie allait se faire opérer le nez. Le sol a disparu sous mes pieds. Quoi ? Ça la complexait beaucoup. Ça faisait des années qu'elle voulait le faire corriger. C'est moi qui lui ai dit de profiter du fait que tu proposais l'argent. Je n'ai pas proposé d'argent pour une chirurgie esthétique. J'ai proposé de l'argent parce que je croyais qu'elle était malade. » Thierry s'est approché et m'a parlé comme si j'étais une petite fille. « Maman, est-ce que ça a vraiment de l'importance comment l'argent a été utilisé ? Au bout du compte, tu as aidé ta belle-fille à se sentir mieux dans sa peau.
Tu devrais être fière. Fière. Vous m'avez menti. On ne t'a pas menti. On ne t'a simplement pas donné tous les détails. Il a haussé les épaules. Et puis, qu'est-ce que tu allais faire de ces 120 000 €? Les garder jusqu'à ta mort. Au moins maintenant, ils ont servi à quelque chose d'utile. Nathalie a croisé les bras avec un sourire satisfait. À votre place, je ne ferai pas autant d'histoires, belle-mère. À moins que vous vouliez qu'on s'en aille. Parce que si on continue à se disputer comme ça va être impossible de cohabiter sous le même toit. C'était une menace déguisée en préoccupation. Mais une menace tout de même. Et le pire, c'est qu'elle a fonctionné. Parce que l'idée de me retrouver seule, à nouveau, de retourner au silence de cette maison vide, me terrifiait plus que de perdre de l'argent. D'accord, ai-je murmuré. Oublions ça. À la bonne heure, maman. Thierry m'a tapé sur l'épaule. Demain, tout ira mieux. Tu verras. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée à fixer le plafond, sentant chaque morceau de moi s'effriter. Mon service, mes souvenirs, mon argent, ma dignité. Qu'est-ce qui restait, et plus important encore, jusqu'où allais-je aller avant de disparaître complètement? Mais ce que j'ignorais, c'est que Nathalie et Thierry n'allaient pas se contenter de 120 000 €, ni de mes biens, ni de ma maison rénovée à leur goût. Non, ils voulaient tout, et j'étais sur le point de découvrir exactement jusqu'où ils étaient prêts à aller pour l'obtenir. Parce qu'une nuit, je suis descendue boire un verre d'eau, et j'ai entendu une conversation qui allait changer ma vie à jamais. C'était le 22 février, 2h37 du matin. Je le sais parce que j'ai regardé l'heure avant de me lever. J'avais la gorge sèche, ce genre de sécheresse qui vous réveille et ne vous laisse pas vous rendormir tant que vous n'avez pas bu. J'ai enfilé ma robe de chambre et je suis descendue doucement. Les marches en bois craquent la nuit et je ne voulais réveiller personne. La maison était dans l'obscurité, sauf pour la lumière de la lune qui entrait par la fenêtre du couloir. J'étais à mi-chemin de la cuisine quand j'ai entendu des voix. Elles venaient du jardin de derrière. Des voix qui chuchotaient. Thierry et Nathalie. Quelque chose dans mon instinct m'a dit de ne pas allumer la lumière, de ne pas faire de bruit. Je suis restée paralysée près de la porte de la cuisine, qui donne sur le jardin, cachée dans l'ombre. Et si ça ne marche pas? C'était la voix de Thierry. Elle avait l'air nerveuse. Et si elle refuse? Elle ne va pas refuser. La voix de Nathalie était froide, calculatrice. Rien à voir avec le ton doucereux qu'elle utilisait avec moi. C'est presque fait, mon amour. Il nous faut juste quelques mois de plus. Quelques mois de plus pour quoi? Pour l'attendrir, pour lui faire sentir qu'elle a besoin de nous, qu'elle est devenue vieille, qu'elle ne peut plus se débrouiller seule. J'ai entendu le bruit d'une cigarette qu'on allume. Nathalie fumait en cachette. Elle croyait que je ne le savais pas. Dans 3 mois maximum, a-t-elle poursuivi. On la convainc de mettre la maison à ton nom pour sa propre sécurité. Tu comprends? On lui dit que s'il lui arrive quelque chose, si elle tombe malade, ça va être un casse-tête juridique terrible, que c'est mieux d'avoir tout en ordre. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai eu peur qu'il l'entende. « Et si elle se doute de quelque chose ?» a demandé Thierry. « Elle ne se doutera de rien. Elle est seule. Elle n'a que nous. » Et en plus, Nathalie a laissé échapper un petit rire. On lui a déjà montré qui commande ici. On a acheté ses affaires. On a refait sa maison. On lui a soutiré de l'argent. Et elle n'a rien fait. Absolument rien. Elle est faible, Thierry. Et les faibles perdent toujours. J'ai senti mes jambes trembler. Je me suis appuyée contre le mur pour ne pas tomber. Et après, quoi? La voix de mon fils semblait hésitante. Après qu'elle ait signé. Après, Nathalie a expiré la fumée. Après, on la convainc qu'elle serait mieux dans une résidence, une maison de retraite. Il y en a des pas chers dans la banlieue, genre 400 € par mois. Ce n'est rien comparé à ce que vaut cette propriété. Une maison de retraite. Mais maman, ta mère a déjà vécu, Thierry. Elle a eu son temps. Elle a eu son mariage heureux avec ton père. Elle a élevé son fils. Et nous, on va vivre toute notre vie entassés dans des petits appartements, à payer des loyers éternels,
pendant qu'elle vit seule dans cette immense maison. Mais c'est ma mère. Et c'est justement pour ça qu'on ne va pas la laisser à la rue. On va lui payer une maison de retraite. Elle sera bien soignée. Elle aura à manger, un toit, des infirmières. Sa voix est devenue plus dure. Thierry, cette maison vaut au moins 4 millions d'euros. 4 millions. Tu sais ce qu'on peut faire avec cet argent? Il y a eu un silence. Un long silence pesant. On pourrait acheter l'appartement dans le Marais qu'on a visité, a dit Thierry finalement. Sa voix n'était plus hésitante. Elle était enthousiaste. Celui de 3 chambres avec vue sur le parc. Exactement. Et il nous resterait encore de quoi monter un commerce ou investir ou faire ce qu'on veut. Nathalie a jeté sa cigarette et l'a écrasée du pied. Ta mère n'a plus besoin de cet espace. Nous si. On a des enfants. On a de l'avenir. Elle n'a que du passé. Et si elle dit non, si elle ne veut pas signer? Nathalie a ri. Un rire qui m'a glacée jusqu'aux os. Elle ne dira pas non, parce que d'ici à mai, elle sera tellement usée, tellement épuisée, tellement seule émotionnellement, qu'elle signera n'importe quoi, pourvu qu'on ne l'abandonne pas. Fais-moi confiance. Je sais comment fonctionnent ces vieilles. Ma grand-mère était pareille. Il suffit de leur briser l'esprit petit à petit. Et quand elles n'ont plus la force de se battre, elles sont à toi. Tu as raison. La voix de Thierry sonnait maintenant, convaincue. Ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. Ces mots. Ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. Sortant de la bouche de mon fils, mon unique fils, le bébé que j'avais porté pendant 9 mois, l'enfant que j'avais allaité, l'adolescent que j'avais aidé pour ses devoirs jusqu'à minuit, le jeune homme que j'avais soutenu quand personne d'autre ne croyait en lui, mon fils qui préparait de me voler tout ce que j'avais et de me mettre dans une maison de retraite bas de gamme. J'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Mais ce n'était pas mon cœur. C'était quelque chose de plus profond. C'était la dernière illusion que ma famille m'aimait. « On va se coucher », a dit Nathalie. « Demain, je dois continuer à jouer la comédie de la belle-fille parfaite. Ça me demande un effort de faire semblant qu'elle me plaît. » Ils ont ri tous les deux ensemble, complices. J'ai entendu leurs pas s'approcher de la porte. Je me suis déplacée vite, remontant l'escalier le plus silencieusement possible. Je suis arrivée dans ma chambre, juste au moment où je les ai entendus entrer dans la maison. Je me suis mise au lit, j'ai fermé les yeux, mais je n'ai pas dormi. Je n'allais plus dormir tranquille avant longtemps, parce que dans cette conversation, dans ces minutes horribles, cachées dans l'obscurité, la Simone naïve est morte et une autre est née. Une Simone qui a compris que l'amour maternel ne suffisait pas, que la bonté pouvait être une faiblesse mortelle, que mon propre fils était capable de me trahir de la pire des façons. Je me suis levée et je me suis assise au bord du lit. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était étrangement clair. J'ai regardé la photo de Maurice sur ma table de nuit, la seule qui m'était restée. « Qu'est-ce que je fais, mon amour ?» ai-je murmuré. « Qu'est-ce que tu ferais si tu étais là ?» Et alors je me suis souvenue de quelque chose. Quelque chose que Maurice m'avait dit une semaine avant de mourir. On était à l'hôpital. Il savait déjà qu'il n'en sortirait pas. « Simone, quand je ne serai plus là, des gens vont venir qui vont vouloir profiter de toi, de ta bonté, de ta solitude. Et j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. Ne te laisse pas devenir une victime. Batte-toi. Même si c'est ton propre sang qui t'attaque, batte-toi. » À l'époque, je n'avais pas compris pourquoi il me disait ça. Je pensais que c'était la morphine qui parlait, mais maintenant je comprenais. Maurice le savait. Il connaissait notre fils mieux que moi je ne voulais l'admettre. Je me suis levée et je suis allée à mon placard. Au fond, derrière les cartons où Nathalie avait rangé mes affaires, il y avait un petit coffre-fort. Je l'ai ouvert avec la combinaison que moi seule connaissais. À l'intérieur se trouvaient tous les documents de la maison, les actes de propriété, les papiers du testament, tout. Et il y avait aussi une carte de visite. Maître Antoine Delacroix, notaire public, le meilleur ami de Maurice, l'avocat qui nous avait aidés pour toutes nos démarches juridiques pendant 30 ans. J'ai pris la carte et je l'ai tenue entre mes doigts.
Il était 3h15 du matin. Mais peu importait, parce qu'à ce moment-là, j'ai pris une décision. Je n'allais pas être une victime. Je n'allais pas finir dans une maison de retraite bon marché, pendant que mon fils et sa femme profitaient de ma maison. Je n'allais pas me laisser effacer. J'allais me battre, mais je n'allais pas me battre en criant. Je n'allais pas me battre en pleurant. Je n'allais pas faire de scènes mélodramatiques. J'allais me battre en silence. J'allais planifier. J'allais attendre. Et quand le moment parfait serait venu, j'allais leur claquer la porte au nez. Littéralement et au figuré. Je me suis recouchée, cette fois avec une étrange sensation de calme, parce que pour la première fois en 3 mois, j'avais le contrôle. Eux ne le savaient pas encore, mais ils allaient le découvrir. Parce que pendant que Nathalie et Thierry dormaient tranquillement cette nuit-là, sûrs de leur plan parfait, moi j'étais éveillée dans l'obscurité, en train de me transformer. La femme faible qu'ils avaient connue était en train de mourir, et à sa place, quelqu'un de nouveau naissait. Quelqu'un qui allait leur montrer que sous-estimer une femme de 68 ans avait été la pire erreur de leur vie. Le lendemain matin, je suis descendue prendre mon petit déjeuner comme d'habitude. J'ai enfilé ma robe de chambre fleurie. Je me suis fait un café, j'ai réchauffé des croissants. Nathalie est entrée dans la cuisine, en bâillant avec son pyjama en soie, cher qu'elle avait acheté avec mon argent. « Bonjour, belle-mère. Vous avez bien dormi ?» Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée. Et pour la première fois, j'ai vu ce qu'elle était. Une prédatrice. Une femme qui avait étudié chacun de mes gestes, chacune de mes faiblesses, et les avait transformées en armes. Mais elle ne savait pas que moi aussi je pouvais apprendre. Très bien, ma fille. Et toi? Comme une souche, elle s'est servi un café. Dites, belle-mère, je pensais, et si on commençait à regarder des options de résidence pour personnes âgées? Pas pour y aller maintenant, bien sûr, juste pour avoir des options, au cas où un jour, vous en auriez besoin. C'était là, elle commençait à planter la graine. 2 jours plus tôt, j'aurais paniqué, j'aurais demandé pourquoi, j'aurais pleuré. Mais la Simone d'hier est morte dans l'obscurité à 2h37. Tu sais quoi, Nathalie? Tu as raison. À mon âge, on ne sait jamais. Ce serait bien d'être préparé. Son visage s'est illuminé de surprise et de satisfaction. Vraiment? Quelle bonne attitude, belle-mère. La plupart des personnes de votre âge résistent à ces sujets. Eh bien, moi, je ne suis pas la plupart. J'ai souri. Un petit sourire. Il faut être pratique. Quand Nathalie est montée se doucher, j'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de la carte. Cabinet de Maître Delacroix. Bonjour, ici Simone Moreau, veuve Renaud. J'ai besoin de prendre un rendez-vous urgent avec Maître Delacroix. Mais que ce soit à son cabinet, pas chez moi. Et si possible, que ce soit aujourd'hui. Un instant, madame. Pause. Maître Delacroix peut vous recevoir à 16h. Parfait, j'y serai. J'ai raccroché juste au moment où Thierry entrait dans la cuisine. Bonjour, maman. Tu parlais? À qui? Avec le médecin. On m'a rappelé que j'ai rendez-vous pour mes examens de routine. J'ai menti avec un tel naturel que je me suis surprise moi-même. Ah, très bien. Tu veux que je t'accompagne? Non, mon fils. Je sais que tu dois travailler. Je peux y aller seule. À 15h, je suis sortie de la maison. J'ai pris un taxi jusqu'au cabinet de Maître Delacroix, dans le 8e arrondissement. La secrétaire m'a fait entrer immédiatement. Maître Delacroix s'est levé de son bureau en me voyant. Il avait 70 ans, les cheveux complètement blancs, et ses yeux qui en avaient été vus de toutes les couleurs. Madame Simone. Il m'a donné une accolade sincère. Ça fait longtemps. Maurice serait content de savoir que vous êtes enfin venu me voir. Enfin, il m'a indiqué une chaise et s'est assis face à moi. Maurice m'a demandé de veiller sur vous quand il ne serait plus là. Il m'a fait promettre que si jamais vous aviez besoin d'aide juridique, je serais là. Cela fait 5 ans et c'est la première fois que vous m'appelez. Il a marqué une pause. Alors dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Et je lui ai tout raconté, absolument tout. Les changements dans la maison, le service vendu, les 120 000 € de la fausse opération
et finalement la conversation que j'avais entendue dans le jardin. Maître Delacroix prenait des notes. Son visage n'exprimait pas de surprise, seulement une tristesse professionnelle. Avez-vous des preuves de cette conversation? Non, je ne l'ai pas enregistrée, mais je sais ce que j'ai entendu. Je comprends. Il a posé son stylo. Madame Simone, ce que votre fils et votre belle-fille préparent porte un nom. Spoliation patrimoniale aggravée. C'est un délit, mais on a besoin de preuves concrètes. Comment je peux obtenir ces preuves? Il s'est calé dans son fauteuil. Il vous faut un enregistrement, une conversation, où leurs plans soient clairement exposés. Et il faut tout documenter, les objets qu'ils ont vendus sans votre autorisation, l'argent qu'ils vous ont soutiré par la ruse, tout. J'ai les relevés bancaires des 121 000 € et des photos du service avant qu'ils ne le vendent. Excellent, c'est un début. Maintenant, concernant la maison. Il a sorti un dossier et a commencé à m'expliquer les options juridiques, fidéicommis, testament de vie, acte de propriété, avec verrou juridique. Ce que je vous recommande, c'est de créer un fidéicommis irrévocable. La maison reste à votre nom, sous protection juridique. Vous pouvez y vivre aussi longtemps que vous le souhaitez, et vous pouvez désigner des bénéficiaires qui ne recevront le bien que sous certaines conditions spécifiques que vous établissez. Comme quelles conditions? Comme le fait que les bénéficiaires ne peuvent recevoir la maison qu'à un certain âge, ou qu'ils ne peuvent jamais la vendre, ou que si vous êtes placé en maison de retraite sans votre consentement, le fidéicommis est annulé et la maison revient à quelqu'un d'autre. Une étincelle d'espoir s'est allumée dans ma poitrine. Et mon fils ne pourrait rien faire? Absolument rien. Une fois le fidéicommis établi, même un juge ne peut pas le modifier sans votre consentement explicite. Combien de temps ça prend? Si vous m'autorisez, je peux avoir les documents prêts dans une semaine. Mais il faudra m'apporter les actes de propriété originaux. Je les ai chez moi, dans un coffre-fort. Parfait. Et encore une chose, Madame Simone. Il s'est penché en avant. Il faut que vous agissiez normalement, que vous n'éveilliez pas les soupçons, que vous restiez la même Simone qu'ils connaissent. Parce que s'ils se doutent que vous préparez quelque chose, ils vont accélérer leur plan. Et ça nous complique les choses. J'ai hoché la tête. J'en suis capable. Je sais que vous l'êtes. Maurice m'a toujours dit que vous étiez bien plus forte que vous n'en aviez l'air. Simplement, vous n'aviez jamais eu à le démontrer. Je suis sortie du cabinet avec une chemise pleine de documents, et pour la première fois depuis des mois, avec quelque chose que j'avais oublié qui existait. De l'espoir. Mais je suis aussi sortie avec une mission. Il me fallait cet enregistrement. Ce soir-là, pendant le dîner, j'ai agi parfaitement normalement. J'ai souri. J'ai servi le repas. J'ai demandé des nouvelles de la journée de chacun. Nathalie m'a regardée avec approbation. « Vous avez l'air contente aujourd'hui, belle-mère. Il s'est passé quelque chose de bien? Juste que le médecin a dit que je suis en très bonne santé pour mon âge. J'ai encore des années devant moi. J'ai vu comme son sourire s'est figé une fraction de seconde. Des années devant soi n'entraient pas dans ses plans. Tant mieux, belle-mère, tant mieux. Le lendemain, je suis allée voir Colette, ma voisine. Colette, j'ai besoin de ton aide. Ce que tu veux, Simone. De quoi as-tu besoin? J'ai besoin d'apprendre à utiliser un de ces petits enregistreurs qu'on peut cacher. Colette n'a pas posé de questions. Elle me connaissait depuis 30 ans. Elle savait que si je demandais une chose pareille, c'était pour une bonne raison. Mon petit-fils m'en a offert un l'année dernière parce que j'ai peur d'oublier des choses. Je ne l'ai jamais utilisé. Il est à toi. Elle m'a appris à m'en servir. Il était de la taille d'une clé USB. On pouvait le cacher n'importe où. Et il enregistrait avec une clarté impressionnante. Merci, mon ami. Tu as des ennuis? J'avais des ennuis. Maintenant, je trouve des solutions. Pendant la semaine suivante, je suis retournée 3 fois au cabinet de Maître Delacroix. J'ai apporté les actes de propriété, j'ai signé des documents, j'ai établi le fidéicommis. Et chaque soir, je laissais l'enregistreur allumé à différents endroits de la maison, dans le salon, dans la salle à manger,
dans le jardin, j'ai enregistré des conversations de Thierry et Nathalie parlant d'accélérer le processus, de mettre plus la pression sur la vieille, de combien de temps encore ils allaient devoir supporter de vivre là. Et finalement, une nuit, j'ai enregistré de l'or pur. Ils étaient dans leur chambre. Ils pensaient que je dormais déjà. L'enregistreur était caché derrière un pot de fleurs dans le couloir, juste devant leur porte. Nathalie a dit d'une voix claire et audible « C'est presque fait, mon amour. Dans quelques mois, on la convainc de mettre la maison à ton nom. Cette vieille est seule. Elle a besoin de nous. Ensuite, on peut la mettre dans une maison de retraite bon marché et vendre cette propriété. Elle vaut facilement 4 millions d'euros. Ça nous suffit pour l'appartement dans le Marais qu'on veut. » Et Thierry a répondu « Tu as raison. Ma mère a assez vécu. Nous méritons cette maison. » C'était quasiment identique à la conversation que j'avais entendue des semaines plus tôt. Mais cette fois, je l'avais enregistrée avec la date, l'heure, leur voix reconnaissable entre mille. Le lendemain, j'ai apporté l'enregistrement à Maître Delacroix. Il l'a écouté en entier 2 fois, puis il a hoché la tête. C'est suffisant, plus que suffisant. Et maintenant, on attend. Votre fidéicommis est prêt. Les documents sont enregistrés. Juridiquement, votre maison est protégée, mais je veux qu'on ait un moment d'impact maximum, un moment où ils montrent leur vraie nature devant témoins. Comment? Provoquez-les. Faites quelque chose qui les oblige à montrer leur vrai visage, et quand ils le feront, je serai là. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. Qu'est-ce que je pouvais faire pour les obliger à dévoiler leur plan? Et alors ça m'est venu. Le 14 mars, pendant le dîner, j'ai dit l'air de rien. « Thierry, Nathalie, j'ai réfléchi. Vous avez raison. À mon âge, entretenir cette maison, c'est beaucoup de travail. Peut-être que je devrais envisager de déménager dans une résidence et vous pourriez garder la propriété. » Les yeux de Nathalie se sont illuminés comme des sapins de Noël. « Vraiment, belle-mère? Vous êtes sérieuse? » « Tout à fait. D'ailleurs, j'ai vu de très belles résidences. Il y en a une à Versailles qui a l'air superbe. » Thierry m'a pris la main. « Maman, c'est une décision très mature de ta part. Je suis fière de toi. J'ai juste besoin que vous m'aidiez avec les papiers. Il faut transférer l'acte de propriété de la maison. Maître Delacroix peut nous aider. Ça vous dit si je l'appelle? » « Oui. » Nathalie a failli crier d'excitation. « Appelez-le dès demain. En fait, je lui ai déjà parlé. Il peut venir lundi 15 mars à 10h du matin. »« Parfait !» a dit Thierry. « On sera là. » Cette nuit-là, j'ai entendu leur célébration depuis ma chambre. Du champagne, des rires, des projets. Et moi, dans mon lit, j'ai souri dans l'obscurité, parce que ils pensaient avoir gagné. Ils ne savaient pas que le vrai jeu ne faisait que commencer. Le lundi 15 mars s'est levé ensoleillé. Nathalie s'est levée tôt. Elle s'est apprêtée comme si elle allait à un mariage. Thierry a mis son costume. Tous deux étaient électrisés d'excitation. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'avais fait changer les serrures dans la nuit du dimanche et que Maître Delacroix ne venait pas leur transférer la maison. Il venait leur montrer qu'il s'était attaqué à la mauvaise personne. Le dimanche 14 mars au soir, après que tout le monde se soit endormi, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais pensé faire. J'ai appelé un serrurier d'urgence. « Vous pouvez venir maintenant ?» ai-je demandé à voix basse depuis ma chambre. « Madame, il est 23h. Je vous paie le triple, mais il faut que ce soit maintenant, et il faut que ce soit discret. » Il est arrivé à 23h30. Un homme d'une 40aine d'années avec sa boîte à outils. Je lui ai expliqué la situation dans un murmure. « J'ai besoin que vous changiez toutes les serrures de la maison, la porte d'entrée, la porte de derrière, celle du garage, toutes. Votre famille n'a pas les clés. C'est précisément pour ça que je les change. » Il m'a regardé avec ses yeux qui en avaient fatwa vu de toutes les couleurs, et il a hoché la tête. « Je comprends, madame. Ce n'est pas la première fois qu'on m'appelle pour ça. Il a travaillé pendant 2 heures. Le bruit de ses outils était minime, mais chaque son me faisait battre le cœur à tout rompre. J'avais peur que Thierry ou Nathalie se réveillent, mais non. À 1h30 du matin, le serrurier a terminé.
Il m'a remis 4 jeux de clés neuves. Voilà, madame. Ce sont les seules clés qui existent. Les anciennes ne marchent plus. Je l'ai payé 450 € en liquide, de l'argent que j'avais retiré à la banque pendant la semaine, sans que personne le sache. Merci. Et s'il vous plaît, si quelqu'un vous pose des questions, je n'étais pas là. Il m'a fait un clin d'œil. Prenez soin de vous, madame. Et quoi que vous prépariez, je vous souhaite bonne chance. Quand il est parti, je me suis assise dans le salon dans le noir. Ma maison avec des serrures neuves que moi seule pouvais ouvrir. C'était un symbole, un acte de résistance. J'ai appelé Maître Delacroix. C'est fait. Parfait. J'arriverai demain, à 6h30 du matin, avant qu'il ne se réveille. Vous m'ouvrez par la porte de derrière comme convenu, et je reste à l'intérieur jusqu'au moment voulu. Et si ça tourne mal, ça ne va pas mal tourner, Madame Simone. Faites-moi confiance, et faites-vous confiance. Demain, vous reprenez votre vie. Cette nuit-là, j'ai dormi 3 heures, mais pas par peur, par anticipation. Le lundi s'est levé. Thierry et Nathalie se sont levés tôt, surexcités. Nathalie a enfilé une robe bordeaux, des talons, un maquillage parfait. On aurait dit qu'elle allait signer un contrat à 1 million d'euros, ce qui dans son esprit était le cas. « Bonjour, belle »